On aime bien se voir comme des êtres rationnels, hein, qui pèsent le pour et le contre. Oui, maître de nos choix. Exactement. Et pourtant, il y a cette statistique qui vient de la Harvard Business School et qui vient un peu tout bousculer. Ah oui, le fameux chiffre, hein. Oui, 95% de nos décisions d'achat seraient inconscientes et pilotées par nos émotions. C'est vertigineux quand on y pense. Complètement. Et ça pose la question centrale, celle qu'on va creuser aujourd'hui. Est-ce que nos émotions sont un bug, un parasite de la raison, comme le pensait Descartes, ou au contraire une sorte de boussole interne, un guide, comme le suggérait plutôt Darwin? C'est tout le débat. Et pour l'explorer, on a des sources vraiment passionnantes. On a des articles de neurosciences, des textes sur l'intelligence émotionnelle, même des analyses marketing. L'objectif, du coup, c'est de dépasser cette vieille opposition entre le cœur et la raison. C'est ça. On va voir que les émotions, ce n'est pas juste quelque chose qu'on subit, ce sont des outils qui sculptent activement notre vision du monde. Alors, commençons par ce grand duel. L'idée classique, c'est que pour bien décider, il faut garder la tête froide. L'émotion est l'ennemi, oui. C'est un peu un réflexe culturel. Et la science a pu le démontrer, hein. Oui, la science comportementale a mis des mois là-dessus. Prenez l'aversion au risque. On vous donne le choix. Soit un gain certain de 50 euros, tout de suite, D'accord. soit une chance sur deux d'en gagner 100. Mathématiquement, l'espérance de gain est la même, 50 euros. Et pourtant, j'imagine que la plupart des gens prennent les 50 euros. Une écrasante majorité, oui. Pourquoi? Parce que l'idée de repartir avec zéro est émotionnellement insupportable. C'est la peur de perdre qui l'emporte sur l'appât du gain. Exactement. C'est la peur du regret qui décide, pas le calcul. Et est-ce qu'on peut voir ça dans le cerveau? Est-ce qu'il y a une zone qui s'allume, qui clignote danger à ce moment-là? Absolument. C'est là que l'imagerie cérébrale est incroyable. On voit une petite structure, l'amygdale, qui s'active très très fort. Notre système d'alarme émotionnelle. C'est ça. Et la preuve la plus forte, elle vient des études sur des patients qui ont une amygdale endommagée. Ah oui. Dans ces tests, ils se comportent de manière beaucoup plus rationnelle. Ils choisissent l'option avec le plus grand gain potentiel parce qu'ils ne ressentent pas cette peur paralysante de la perte. Ils ont littéralement la tête froide. C'est un argument très fort pour la vision cartésienne, ça. Très fort, oui. Mais l'histoire ne s'arrête pas là, loin de là. J'imagine. On a le revers de la médaille, la vision darwinienne. Elle a été brillamment défendue par le neurologue Antonio Damasio. Pour lui, l'absence d'émotion ne nous rend pas plus rationnels, elle nous rend incapables de prendre de bonnes décisions. Et son grand argument, c'est le cas célèbre de Phineas Gage. Exactement. Phineas Gage, on connaît tous plus ou moins l'histoire, ce contremaître du 19e siècle qui survit à cet accident terrible, une barre de fer qui lui traverse le crâne. Oui, le lobe frontal pour être précis. Et l'histoire qu'on raconte partout, c'est qu'il est devenu impulsif, asocial, bref, la preuve vivante qu'une fois le contrôle des émotions disparu, on est socialement perdu. Sauf que, cette version, c'est en grande partie un mythe. Comment ça, un mythe? C'est une simplification qui arrangeait bien la théorie à l'époque. Les recherches historiques plus récentes montrent une réalité beaucoup plus nuancée. Et, franchement, bien plus impressionnante. Attendez, vous êtes en train de dire que l'histoire qu'on trouve dans la plupart des manuels de psycho est fausse. En grande partie, oui. Ça change radicalement la lecture du cas. Alors, quelle est la vraie histoire? Loin d'être un vagabond instable, on a retrouvé sa trace des années plus tard, au Chili. Au Chili. Oui, il conduisait des diligences sur des trajets longs et difficiles. Un travail qui demande de la planification, de la fiabilité, des compétences sociales. Et il a dû apprendre l'espagnol en plus. Exactement. Son histoire, c'est moins une fable sur la perte des émotions qu'un témoignage incroyable de la résilience du cerveau. D'accord. L'argument de Damasio basé sur Gage est donc plus fragile qu'on ne le pensait. Le cas Gage, oui. Mais l'idée de fond, que les émotions sont un guide évolutif, elle reste très solide. Donnez-nous un autre exemple alors. Le jeu de l'ultimatum. C'est très parlant. Un joueur A reçoit 100 euros et il doit proposer une part au joueur B. D'accord. Si B accepte, le partage est fait. Si B refuse, personne ne touche rien. D'un point de vue purement rationnel, le joueur B devrait accepter n'importe quoi, même 1 euro. C'est toujours mieux que 0, non? Sauf que personne ne fait ça. Si on me propose 1 euro sur 100, je refuse. C'est une question de principe. C'est une insulte. Exactement. Et ce refus, c'est une réaction purement émotionnelle. L'imagerie cérébrale montre que face à une offre jugée inéquitable, c'est l'insula qui s'active, une région liée au dégoût. Mais ce comportement qui nous fait perdre de l'argent, on peut vraiment le qualifier d'adaptatif. Ce n'est pas juste de l'orgueil mal placé, un bug. C'est une excellente question. Ça nous oblige à changer d'échelle. À court terme, pour l'individu, oui, c'est irrationnel. On perd de l'argent. Voilà. Mais à l'échelle du groupe et sur le long terme, c'est extrêmement adaptatif. En punissant les comportements injustes, même à nos dépens, on établit des normes de coopération.
On décourage l'exploitation en quelque sorte. Précisément, l'émotion n'est pas un bug, c'est un régulateur social puissant. Donc ce n'est pas raison contre émotion, c'est plus un dialogue. Un dialogue permanent, oui. Ce qui m'amène à penser qu'il ne s'agit pas d'être rationnel ou émotionnel, mais peut-être d'être intelligent avec ses émotions. C'est ça l'intelligence émotionnelle. C'est exactement ça. Daniel Goleman, qui a popularisé ce concept, l'a décrit comme une aptitude maîtresse. Une aptitude maîtresse. Oui, il ne dit pas que le QI ne sert à rien, au contraire. Mais il dit que l'intelligence émotionnelle, le QE, c'est ce qui permet à notre intelligence intellectuelle de s'exprimer pleinement, ou, au contraire, d'être complètement bloquée. Et elle serait un meilleur prédicteur de la réussite. Dans beaucoup de domaines de la vie, oui, bien meilleur que le QI seul. Les sources qu'on a analysées donnent des exemples assez incroyables pour appuyer ça. Le plus connu, c'est le test du bonbon. Oui, le marshmallow test de Walter Mischel. L'expérience est simple. On met des enfants de 4 ans devant un bonbon. Et on leur dit Tu peux le manger tout de suite, mais si tu attends que je revienne, tu en auras un deuxième. voilà, c'est un test très pur sur la capacité à maîtriser une pulsion. Je dois avouer que je suis presque sûre que j'aurais mangé le bonbon en moins de 10 secondes. C'est ce qui rend les résultats si dingues. Et ils le sont. 14 ans plus tard, les chercheurs ont recontacté ces enfants. Alors Ceux qui avaient réussi à attendre étaient en moyenne plus confiants, plus efficaces à l'école et géraient beaucoup mieux le stress. c'est fou. Une simple capacité d'autocontrôle à 4 ans prédisait leur trajectoire de vie. C'est un pilier de l'intelligence émotionnelle en action. Et à l'inverse, on a tous fait l'expérience du sabotage par une émotion négative, l'anxiété avant un examen par exemple. On a beau tout savoir, le cerveau se déconnecte. Goleman appelle ça un détournement neuronal. L'anxiété, l'inquiétude, ça accapare toutes nos ressources attentionnelles. Le cerveau est trop occupé à s'inquiéter pour pouvoir penser. En gros, c'est ça. Mais ce qui est intéressant, c'est que l'objectif n'est pas d'atteindre zéro anxiété. Ah non, pas bad. Je pensais que c'était le but ultime. Pas du tout. Une des sources décrit une relation en courbe en U inversée. Zéro anxiété, c'est l'apathie. On ne fait rien. D'accord, il faut un minimum de stress pour se mettre en mouvement. Voilà. Mais si l'anxiété dépasse un certain seuil, la performance s'effondre. Toute l'intelligence émotionnelle, c'est de savoir naviguer sur cette courbe pour rester dans la zone optimale. Et si les émotions négatives paralysent, est-ce que les positifs comme l'optimisme peuvent carrément nous doper? C'est encore plus puissant qu'on ne le pense. Goleman cite des études qui montrent que l'espoir et l'optimisme sont de meilleurs prédicteurs de la réussite en première année d'université Que les notes aux examens d'entrée? que les notes aux examens d'entrée, oui. Mais c'est énorme. Ça veut dire qu'une manière de voir l'avenir a plus d'impact que les compétences académiques mesurées à un instant T. Exactement. C'est un renversement de perspective. L'exemple des vendeurs d'assurance est saisissant. Racontez. Une compagnie a recruté un groupe de candidats qui avaient échoué à leur test de sélection classique, mais qui avaient des scores d'optimisme exceptionnels. Le pari était risqué. Et le résultat? La deuxième année, ce groupe d'optimistes non qualifiés a surpassé les vendeurs pessimistes qualifiés de 57%. 57%. Leur capacité à persévérer face au rejet, une compétence purement émotionnelle, était la clé. Le summum de cette alliance, c'est ce qu'on appelle l'état de fluidité, le flow. C'est l'intelligence émotionnelle à son apogée, oui. Cet état où l'on est totalement absorbé par une tâche. On ne voit plus le temps passer, tout semble facile. Dans cet état, les émotions ne sont plus un obstacle ou un carburant. Elles sont totalement au service de l'action. Le plaisir de l'acte lui-même devient la seule motivation. Cette idée de performance et d'apprentissage, ça repose sur la mémoire, forcément. Quel est le lien, justement, entre émotion et mémoire? J'ai l'impression que c'est à double tranchant. C'est le mot juste. D'un côté, une émotion forte, c'est comme un surligneur pour la mémoire. C'est le phénomène de la mémoire flash. Comme pour le 11 septembre 2001, on se souvient tous d'où on était, ce qu'on faisait. Voilà, l'intensité émotionnelle ancre le souvenir avec une vivacité incroyable. Et il y a un mécanisme biologique derrière ça? Bien sûr, lors d'une émotion intense, le corps libère de la noradrénaline. Cette hormone va stimuler notre fameuse amygdale, qui envoie un message à l'hippocampe, le centre de la mémoire. Et le message, c'est quoi? C'est un temps. Attention, ceci est important. Enregistre-le en haute définition. D'accord. Mais alors, comment on explique le trou noir avant un examen? Quand on est tellement stressé qu'on n'arrive plus à se souvenir de ce qu'on a appris. Ça semble être l'exact opposé. C'est la seconde facette. Le stress psychologique intense nuit à la récupération des souvenirs et, surtout, à l'apprentissage d'informations nouvelles qui ne sont pas liées à la source du stress. Ah,
La nuance est importante. Elle est cruciale. Le mécanisme implique une autre hormone, le cortisol. En cas de stress aigu, un afflux massif de cortisol peut, disons, saturer les récepteurs de l'hippocampe. Et un hippocampe saturé, il n'est plus capable de former de nouveaux souvenirs efficacement. On a donc une contradiction apparente. L'émotion forte grave les souvenirs, mais le stress fort les efface. C'est un paradoxe, oui. Mais une des clés, c'est la méthodologie des études. Celle qui montre que l'émotion aide la mémoire mesure le souvenir de l'événement stressant lui-même. D'accord. Celle qui montre que le stress nuit à la mémoire mesure la capacité à mémoriser une tâche neutre, comme une liste de mots, pendant l'événement stressant. Donc le cerveau fait un tri. Il grave en priorité la source du danger. Exactement. Quitte à sacrifier les informations périphériques. D'un point de vue évolutif, c'est logique. Mieux vaut se souvenir du tigre que de la couleur des fleurs à côté. C'est très clair. On voit bien que ce n'est pas juste une seule région du cerveau, mais une interaction complexe entre amygdale, hippocampe, hormones. D'ailleurs, une des sources parle d'une nouvelle approche qui voit le cerveau comme un réseau global. Oui, c'est une perspective assez révolutionnaire, la théorie de l'équilibre structurel. L'idée, c'est d'analyser le cerveau comme un réseau social, avec des nœuds, les régions, et des liens, leurs connexions. Et la découverte qui en découle est très surprenante. On s'attendrait à ce que, face à la peur, le cerveau cherche à se stabiliser pour rester efficace. Et c'est l'inverse qui se produit. Le réseau cérébral devient plus instable. Plus instable. Oui. Au repos, le cerveau a ce que les chercheurs appellent des triades équilibrées, des groupes de 3 régions avec des relations stables. Mais face à un stimulus effrayant, le nombre de triades déséquilibrées, donc instables, augmente en flèche. D'accord. Triade déséquilibrée, c'est un peu abstrait. Si on prend une image, si mon cerveau était une équipe de travail, ça donnerait quoi? Excellente image. En temps normal, votre cerveau est une grande entreprise. Chaque département, vision, audition, mémoire, a des relations stables. C'est l'état équilibré. L'organigramme classique. Voilà. Et soudain, une crise majeure arrive. La peur. L'organigramme vole en éclats. Des équipes de projets spontanées et instables se forment, mélangeant des gens de partout. Vu de l'extérieur, ça a l'air chaotique. Mais en réalité, c'est une forme d'agilité. C'est le signe d'une agilité maximale. Ça permet à toute l'entreprise de se reconfigurer en un instant pour focaliser toutes ses ressources sur un seul objectif critique, gérer la crise. Cette instabilité, c'est la flexibilité du cerveau en pleine action. C'est fascinant. Le cerveau ne subit pas l'émotion, il l'utilise pour se réorganiser. C'est une vision beaucoup plus dynamique. Complètement. Alors, si on prend un peu de recul sur toute notre discussion, on est parti d'un duel très simpliste entre la froide raison et l'émotion chaotique. Pour arriver à une vision infiniment plus riche. Les émotions ne sont pas des bugs, elles sont un système de navigation complexe, une aptitude maîtresse qu'on peut cultiver, comme le montre Goleman. Elles sculptent notre mémoire et reconfigurent même notre cerveau. Exactement. Elles sont le moteur d'une adaptation dynamique au monde. C'est passionnant. Si on devait synthétiser, quel est le message principal à retenir? Le message, je pense, c'est que l'objectif n'est pas d'essayer d'éliminer nos émotions pour devenir des robots ultra-rationnels. Ce serait contre-productif. Non seulement impossible, mais contre-productif, oui. On se priverait de notre plus ancien et plus puissant système de guidage. C'est un héritage de millions d'années d'évolution. L'enjeu, ce n'est pas de les faire taire, mais d'apprendre à les écouter. À décoder l'information qu'elles nous donnent. Et à les utiliser à bon escient. Et pour finir, je voudrais revenir à ce chiffre du début. Si 95% de nos décisions d'achat sont influencées par des leviers comme la joie, la peur, le besoin d'appartenance, que signifie vraiment être un consommateur, ou même un citoyen rationnel aujourd'hui? Savoir que notre cerveau est en permanence la cible de communication conçue pour activer ce système de navigation émotionnelle, est-ce que ça ne devrait pas changer radicalement notre manière d'interagir avec le monde? C'est une excellente pensée pour la suite.